Monsieur les représentants des différents départements conviés à cette importante assemblée, Monsieur et Madame les partenaires techniques et financiers, distingués représentants du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs. Il y a exactement un an, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, engageait solennellement le Sénégal dans une transformation sans précédent. Une transformation qui ne touche pas seulement un secteur, mais qui irrigue toutes les politiques publiques nationales. Une transformation qui ne concerne pas seulement une administration, mais qui réinterroge le rapport de chaque institution à ses usagers. Cette transformation, nous l'avons nommée le New Deal technologique. Aujourd'hui donc, je suis venu accompagner des membres du gouvernement pour rendre compte de ce que nous avons construit durant ce court temps et pour annoncer également les perspectives. Mesdames et messieurs, pour comprendre ce que nous faisons ici, il faut remonter à la source de notre politique, de notre action politique, qui est l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050. Cette boussole collective que nous nous sommes donnée organise notre ambition nationale autour d'axes stratégiques clairs et hiérarchisés. C'est dans son axe 1, une économie compétitive et inclusive, que s'inscrit l'objectif stratégique 9, je cite, accélérer la transformation numérique de notre économie. Ce libellé mérite qu'on s'y arrête. Il ne dit pas développer. On n'a pas parlé de développer la transformation ou le numérique de notre économie. On a parlé de transformer. On n'a parlé ni de développer, ni de moderniser nos outils. Transformation, un mot qui implique une rupture profonde, irréversible, des structures, des habitudes, des modes de fonctionnement. Le New Deal technologique est la traduction opérationnelle de cette révolution, construit autour de 12 programmes prioritaires, mobilisant un portefeuille d'investissement de près de 1100 milliards de francs CFA sur la période 2025-2034. Il est l'expression ferme d'une volonté politique qui se donne les moyens de ses ambitions. Mais l'ambition sans cohérence ne produit que du désordre. L'investissement sans harmonisation produit du gaspillage et l'innovation sans coordination produit de la fragmentation. C'est précisément contre ces trois risques que notre stratégie numérique a été construite. Mesdames et messieurs, la première décision structurante que nous avons prise en mars 2025, c'est-à-dire immédiatement après le lancement du New Deal technologique, cette première décision n'est ni une application, comme on nous a présenté tout à l'heure, ni une infrastructure numérique, mais plutôt un décret d'organisation, celui instituant un comité de gouvernance du numérique, le GOVNUM. Pourquoi commencer par là? Parce que la transformation numérique d'un État est, avant tout, un défi de gouvernance. Qui décide, qui coordonne, qui priorise, qui arbitre? Sans réponse claire à ces questions, chaque ministère avance dans sa direction. Chaque agence développe sa propre solution. Chaque administration construit ses propres silos. Et au bout du compte, c'est le trésor public qui paie la facture de cette incohérence, en temps perdu, en procédures répétées, en services inaccessibles. GOVNUM pose les règles du jeu. Sa mission principale est d'assurer la gouvernance stratégique des projets numériques de l'État en veillant à leur cohérence d'élaboration, à leur priorisation et à leur coordination afin de contribuer efficacement à la transformation digitale de l'État. Je voudrais ici insister sur la portée politique de ce dispositif. GOVNUM, comme quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, n'est pas une commission technique de plus. Sa présidence par la primature adresse un signal fort à l'ensemble du gouvernement
que la cohérence numérique de l'État est une priorité qui se pilote au plus haut niveau de l'exécutif. Ensuite, le Conseil national du numérique, installé en octobre 2025, entre la nécessité d'accélérer la transformation digitale et l'obligation de garantir souveraineté, inclusion et sécurité, le Conseil national du numérique joue un rôle essentiel en ses qualités de veille et de conseil, notamment dans l'anticipation des enjeux digitaux et la promotion de l'innovation. Ce cadre stratégique de concertation que je préside moi-même apporte une aide éclairée aux décisions gouvernementales sur la transformation technologique et représente ainsi un levier essentiel vers une économie numérique prospère et durable. Sous le secrétariat du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, il est composé de 20 membres, d'une éminence certaine et reconnue, parmi lesquels d'ailleurs le modérateur tout à l'heure du panel, d'une éminence certaine et reconnue dans l'écosystème numérique, qui répondent à l'appel à chaque fois que de besoin, et je voudrais le dire ici de manière bénévole, et qui peuvent également s'autosaisir afin de formuler des recommandations sur des sujets qu'ils estiment structurants et à fort impact pour l'État et l'économie numérique. Je les remercie pour leur engagement et pour la qualité de leur contribution. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, le succès de la transformation numérique de l'État ne saurait se réduire à une simple exigence politique. Elle doit s'accommoder d'une volonté générale à agir de concert selon une stratégie globale bien définie que toutes les parties prenantes s'engagent à respecter. Il s'agit d'éviter des initiatives parallèles menées en silo et des fragmentations qui nous coûtent cher. L'interopérabilité, comme vous le verrez plus tard, comme vous l'avez vu tout à l'heure lors des présentations, est une rigoureuse nécessité. Tout à l'heure, j'ai taquiné M. le ministre des Télécommunications en lui disant que, en me refusant de présenter au milieu comme tout le monde, on fait une entorse à l'interopérabilité parce que ceux qui sont de haut ne peuvent pas me voir de face. Des systèmes qui ne communiquent pas engendrent des coûts opérationnels évitables, obligent les agents à des ressaisies permanentes et met le citoyen face à une multitude de portails, d'identifiants, de mots de passe et de procédures non articulées. Ce dernier point nous permet de faire la transition vers le guichet unique du citoyen, qui est la pièce maîtresse du lancement de ce jour, plus important que ce qui a été présenté à mon avis. Il se veut une interface unique, simple, accessible, où chaque Sénégalais, qu'il vive à Dakar, à Tambacounda ou à Sédhiou, pourrait accéder aux services de l'administration, soumettre ses demandes, suivre le traitement et recevoir ses documents sans se déplacer et sans intermédiaire inutile. Pour nous qui avons été fonctionnaires, nous nous rappelons des longues files devant les services des impôts et domaines et des intermédiaires qu'il fallait quelquefois uniquement pour avoir un timbre fiscal. Aujourd'hui, un citoyen sénégalais qui a besoin d'un casier judiciaire doit chercher la juridiction compétente et se poser la question des documents à apporter. Combien de fois se déplacer et combien de jours attendre? Demain, il devra juste utiliser son téléphone portable. La plateforme e-consulat s'inscrit dans la même dynamique. Unique, sécurisée, multilingue, elle permettra à nos compatriotes de la diaspora de réaliser l'ensemble de leurs démarches consulaires en ligne et ainsi se passer des longs rendez-vous souvent incertains et coûteux. Mesdames et messieurs, l'État numérique repose sur une infrastructure physique, robuste, souveraine et à la hauteur de nos ambitions. Le déploiement des infrastructures cloud dans nos data centers de Diamniadio et d'Orana représente un saut qualitatif majeur. Je crois que M. le Premier ministre va procéder à la réception d'ailleurs de cette infrastructure cet après-midi. Hébergement aux normes, sécurité renforcée, haute disponibilité pour les services critiques, conformité aux standards internationaux, nos données les plus sensibles seront hébergées sur le territoire national.
dans des conditions et modalités dont nous assurons le contrôle. Cet aspect est extrêmement déterminant parce que un développement numérique sans souveraineté ne sert absolument à rien et expose le pays. Le renforcement de la bande passante nationale qui passe de 600 mégabits à 200 gigabits et l'extension de l'intranet gouvernemental à un nombre croissant de bâtiments publics permettront enfin aux agents de l'État de travailler dans des conditions optimales. La sécurité et la cybersécurité, allant de pair avec la digitalisation, sont évidemment au cœur de nos préoccupations actuelles. Dans un monde où les cybermenaces et cyberattaques dont nous avons fait l'objet récemment pour certains de nos services constituent une réalité quotidienne, il est impératif de disposer, en sus d'une stratégie cyber bien ficelée, d'outils de défense robustes et répondant aux standards internationaux. Dans un autre registre, aucune révolution numérique ne peut être tenue pour aboutir si elle laisse une partie des citoyens en marge. Par conséquent, nous lançons le projet de connectivité universelle pour les zones blanches, avec l'ambition de connecter gratuitement à Internet plus d'1 million de nos citoyens, 1 million de nos compatriotes qui veulent accéder à la sphère numérique. Ce chiffre doit résonner dans tous les esprits. Il nous rappelle que nos investissements ne sont pas faits uniquement en faveur des capitales et des centres urbains, mais une large place de la nouvelle stratégie numérique est accordée à nos populations vivant dans les zones les plus enclavées. C'est une question de souveraineté également, de présence de l'État. Jusqu'au mois où je parle, dans certaines zones particulièrement transfrontalières, il est plus facile de capter les réseaux de pays voisins que les réseaux nationaux. Nous avons également lancé le Startup Act et sa plateforme de labellisation qui ont fait l'objet tout à l'heure de présentation. Et le Sénégal dispose d'une jeunesse extrêmement créative. La présentatrice le rappelait, notre première matière première, ce n'est ni le gaz, ni le pétrole, ni le phosphate, mais bien cette jeunesse qui ne demande qu'à être encadrée, à être formée et à être employée. Cette jeunesse d'un talent technologique reconnu, au-delà de nos frontières. Ces jeunes entrepreneurs méritent un cadre juridique qui les protège, un écosystème qui les nourrit et un État qui parie sur eux avec conviction. Je voudrais rassurer Roger que les accompagnements sur le plan fiscal seront au rendez-vous, l'ont toujours été d'ailleurs quand il s'agit d'enjeux nationaux, et nous veillerons à ce que les mesures d'accompagnement dans le cadre de la réforme du Code général des impôts en cours soient établies pour ces startups. C'est notre engagement à faire du Sénégal une pépinière de champions technologiques qui devront rayonner en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, aucune de ces réalisations n'aurait été possible sans la confiance de nos partenaires. Je veux leur exprimer notre sincère et profonde reconnaissance et leur assurer que nous entendons continuer à mériter leur confiance. Remercier tous les partenaires, mais faire une mention spéciale à la coopération allemande, à l'Union européenne, à la coopération japonaise à travers la JICA et à la firme Alibaba qui nous accompagne pour les Jeux olympiques particulièrement. Mes vifs encouragements et félicitations vont également à l'endroit du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Le ministre Alioune Sall et l'ensemble de ses collaborateurs pour leur sens de l'initiative, leur capacité à innover et leur détermination sans faille, chevillés aux objectifs du New Deal technologique dont ils sont les maîtres d'œuvre émérites. Monsieur le ministre, vous avez tous nos encouragements. C'est vrai que je suis obligé de vous serrer de temps en temps et de vous arracher quelques plumes pour que vous ne voliez pas trop vite. Mais ce que vous avez pu faire avec vos équipes en 1 an, le numérique n'a pas commencé au Sénégal avec vous.
Mais si ce rythme avait été tenu depuis très longtemps, je crois que le Sénégal aurait été cité parmi les pays les plus performants en matière de numérique. Je voudrais enfin conclure en revenant sur ce qui donne sens à tout ce que nous faisons. Derrière chaque plateforme, derrière chaque infrastructure, chaque procédure simplifiée, il y a un visage que peut-être nous ne voyons pas. Celui du jeune diplômé de Malem Hodar qui cherche du travail et qui peut enfin accéder au service de l'ANPEJ depuis son téléphone. Celui de la femme de Podor qui bénéficie de la protection sociale parce que nos systèmes sont désormais capables d'identifier sans qu'elle ait à prouver ce que l'État sait déjà. Celui de l'entrepreneur de Saint-Louis, dont le start-up labellisé accède à des marchés qui lui étaient fermés. Celui du Sénégalais de Lyon ou de Washington qui renouvelle ses documents consulaires sans poser un jour de congé. C'est pour ces citoyens que nous réformons. Ils attendent un État cohérent, un État dont les administrations se parlent, un État dont les services se retrouvent au même endroit, un État qui ne leur demande pas 2 fois les mêmes informations, a fortiori plus de 2 fois. Cette cohérence est notre responsabilité collective. Elle ne peut être déléguée au seul ministère du numérique. Elle doit être portée par chaque membre de ce gouvernement, dans chaque décision d'investissement, dans chaque choix technologique, dans chaque projet de digitalisation sectorielle. J'y veillerai personnellement avec la plus grande vigilance. Le New Deal technologique n'est pas un programme, c'est un engagement. C'est un ensemble, et c'est ensemble que nous allons le tenir pour un Sénégal numérique, souverain et inclusif. Je vous remercie de votre attention.